faire une petite introduction et puis après je parlerai d'Aristide. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, depuis plusieurs années, CNRS Physique sollicitait l'autorisation d'organiser les remises de médailles au sein même des laboratoires, au plus près de celles et ceux qui côtoient le lauréat ou la lauréate. Non seulement pour que le personnel des laboratoires qui les entoure dans ce moment de bonheur, j'espère, de bonheur simple, mais bienvenue, mais aussi pour associer ou pour les associer l'environnement des lauréats qui évidemment participent au succès des travaux qui ont conduit à la récompense. Donc par environnement, je veux dire bien sûr l'autre tutelle du laboratoire, je ne veux pas l'oublier, l'Université Paris-Saclay, aujourd'hui, qui joue un rôle primordial. Mais j'inclus tous les laboratoires, tous les collaborateurs, le personnel technique, le personnel administratif qui sont là et qui sont tout aussi précieux, les doctorants et les postdoctorants. Je n'oublie pas non plus la direction du laboratoire qui joue un rôle central dans un laboratoire, ici comme ailleurs. Tous et toutes et tous participent à l'environnement et ont été importants au niveau des travaux récompensés. C'est important de le rappeler. Donc l'an dernier, lorsque le palmarès des médailles d'argent 2024 a été dévoilé, des, la- et notamment des médailles d'argent. Frédéric Petrov, qui est dans la salle, je ne sais pas où est Frédéric, et moi-même, nous avons contacté Giancarlo Faini pour lui proposer cette cérémonie. C'est la première année qu'on le fait dans un laboratoire. Et il a accepté avec un grand sourire. Et il a dit immédiatement, on va le faire à l'occasion d'un événement pour euh, Jean-Yves Marzin. Je connais peu Jean-Yves Marzin, parce que je ne connais pas comme collaborateur, mais je l'ai côtoyé pendant un an au collège de direction. Je suis arrivé un an avant qu'il parte. J'étais assis à côté de lui au collège de direction au CNRS. On ne bouge pas beaucoup. Et il m'a beaucoup aidé les premiers collèges de direction pour comprendre ce qui se disait. Et c'était très utile, sauf quand il sortait pour aller fumer une petite cigarette pour le plaisir. Donc CNRS Physique et plus généralement CNRS est donc particulièrement fier de ce laboratoire dans lequel une science du plus haut niveau international se développe à chaque détour de couloir, et on va le voir. Donc, cher Aristide, c'est un grand plaisir pour moi, en tant que directeur de CNRS Physique, et en y associant très étroitement CNRS Ingénierie, d'être ici pour te remettre la médaille d'argent du CNRS, que de plus bel écrin que le C2N, le Centre de nanosciences et nanotechnologie, pour le recevoir. Donc, je rappelle que la médaille d'argent du CNRS distingue des chercheurs et des chercheuses pour l'originalité, la qualité et l'importance de leurs travaux, reconnus sur le plan national, mais aussi international. Donc, pour l'année 2024, le CNRS a décidé de consacrer Aristide Lemaître, directeur de recherche au CNRS, rattaché à la section 03 du Comité national et affecté au C2N, pour ses travaux à l'état de l'art international sur l'épitaxie des matériaux semi-conducteurs, 3,5 notamment, et le champ des possibles que cela a ouvert pour les technologies de l'information. Donc, je vais dresser quelques éléments du parcours d'Aristide. Donc, après le DEA de physique des solides à Paris, tu démarres une thèse sur les semi-conducteurs semi-magnétiques 2-4 au groupe de physique des solides de l'Université Paris 6 sous la direction de Claudette Rigaud. Ta thèse sera interrompue par une année de scientifique du contingent, pendant laquelle tu seras accueilli au CNED Bagneux et au L2M par Jean-Michel Gérard, l'un des orateurs de cette journée, et Richard Planel. Tu t'initieras à la croissance par épitaxie par jet moléculaire de boîtes quantiques. On m'a dit dans l'oreillette que tu as écrit dans tes remerciements de thèse que cette année passée sur un bâti d'épitaxie par jet moléculaire a été d'un apport irremplaçable pour la poursuite de la thèse, que tu soutiendras le 24 novembre 1999. Et dont l'un des rapporteurs, Joël Sibert, qui était également orateur aujourd'hui, a écrit l'un des deux rapports. Donc après un séjour postdoctoral à l'université de Sheffield, tu seras recruté en 2001 au laboratoire de photonique et nanostructure, l'un des deux parents du C2N. Donc Aristide, tu es un physicien épitaxieur, un profil qui tend à se raréfier. Des physiciens, on en trouve, des épitaxieurs, on en cherche. Cette citation, je la dois au général de Gaulle de CNRS Physique, Frédéric Petrov. Je l'ai utilisée en collège de direction pour défendre ton dossier lors de l'arbitrage. Les arbitrages des médailles d'argent, c'est compliqué parce qu'on a vraiment des dossiers qui remontent. On l'a fait ce matin pour l'année 2025. C'est compliqué et la bataille est rude et la citation a fait mouche. Donc, je pense que tu la mérites et d'ailleurs, ça l'a été dit d'une autre manière par notre Madame loyale de la soirée.
Donc plus sérieusement, épitaxieur est un profil dont l'importance a été soulignée à plusieurs reprises dans le cadre de la prospective de CNRS Physique en 2024, et c'est normal qu'un épitaxieur soit remercié pour ce travail-là. Loin de se limiter à la croissance épitaxiale, ton expertise s'étend aux techniques de micro-nanofabrication en salle blanche et aux spectroscopies optiques notamment. Cette culture duale, une grande ouverture d'esprit et une appétence affirmée pour la recherche collaborative t'ont positionné comme un catalyseur de découverte et la clé de voûte de l'activité pour de nombreuses équipes nationales et internationales. En fabriquant des matériaux complexes, de très haute pureté, pour limiter les pertes optiques et les fluctuations de charge, tu as fait ou contribué à faire l'état de l'art dans plusieurs domaines, en particulier sur les sources de photons indiscernables, en collaboration avec Pascal Senlart, qui est également médaille d'argent il y a quelques années du CNRS. Ce qui conduira plus tard à la création de la start-up Candela dont on vient d'entendre brillamment le début de parcours. On peut citer également le laser à polariton et les cristaux polaritoniques de l'équipe de Jacqueline, aussi médaille d'argent du CNRS. Mais également les résonateurs à microdisques de l'équipe d'Ivan Favero à MPQ, l'ingénierie de phonoacoustique avec Alejandro Feinstein et les travaux sur l'interaction lumière-phonomatière de Daniel Kimura, dont on vient de parler. Je pourrais poursuivre. Tu t'es également positionné comme un acteur majeur de plusieurs activités dans les domaines du nanomagnétisme et de la spintronique, et tu es depuis quelques années le moteur au C2N de l'activité centrée sur les isolants topologiques et autres matériaux à fort couplage spin-orbite, en collaboration notamment avec plusieurs laboratoires du PEPR Spin. Tu as d'ailleurs co-signé récemment plusieurs articles avec John Gorchon, un chercheur de l'Institut Jean Lamour, qui est aussi médaillé du CNRS, médaillé de bronze en 2024 dans le domaine de la spintronique. Tu es co-auteur de plusieurs centaines de publications, une conséquence et une reconnaissance de tes nombreuses collaborations et de ton apport incommensurable à une large communauté. On ne peut faire l'impasse sur ton engagement pour le collectif. C'est très important en général, c'est très important en France, c'est très important notamment pour CNRS Physique. D'abord, comme un ardent militant de la science des matériaux dans la communauté, et notamment quand tu étais membre de la section 3 du comité national, il faut bien avouer que cette science n'a pas en France la même reconnaissance que dans les pays anglo-saxons. Il faut espérer que sa mise en avant, comme l'un des 6 défis transverses du nouveau compte du CNRS, qui va commencer cette année, et la création de la nouvelle section 07 du Comité national sur la physique des matériaux, sous l'impulsion de CNRS Physique, permettront le coup de projecteur qu'elle mérite. On ne peut aussi passer sous silence ton implication exemplaire dans la résolution des problèmes rencontrés ces dernières années dans la phase dite de fin de chantier du C2N, dont nous aurions tous souhaité qu'elle soit bien plus courte. C'est l'occasion ici de rendre devant l'ensemble du laboratoire et les gens qui le visitent un hommage appuyé à l'ensemble des personnels qui se sont mobilisés pour son atterrissage, avec une mention toute particulière à Sophie Bouchoul que j'ai aperçue tout à l'heure pour son engagement incommensurable. Vos actions récentes sur la performance énergétique au C2N sont exemplaires et seront source d'inspiration pour de nombreux laboratoires qui hébergent des plateformes et des installations énergivores. C'est encore plus important aujourd'hui. Donc pour conclure, cher Aristide, tu rentres dans le club des médaillés d'argent du CNRS comme le maître de l'épitaxie, rejoignant la pépinière des médaillés du C2N. Cette médaille vient saluer des années de créativité et de persévérance. L'épitaxie, c'est l'art de rester au top et c'est tout le bien que nous tous souhaitons pour les années à venir. Merci beaucoup. C'est une récompense qui me touche beaucoup, bien évidemment, mais j'apprécie énormément. Donc, je voulais vous proposer aujourd'hui quelques contributions que j'ai pu faire à la croissance et à la physique des boîtes quantiques, des contributions qui sont un peu plus personnelles et qui ne sont pas forcément les plus visibles, mais voilà, il y a eu des jolies choses.
Et puis, comme ça a été mentionné, les boîtes quantiques, ça apporte plein de surprises. Donc, je vous parlerai de la forme et de la formation des boîtes quantiques. Je reprendrai un petit peu ce qu'a dit ce matin Bruno à propos des boîtes quantiques et l'ESM. Nous aussi, on a fait les choses. Ensuite, je parlerai des boîtes dopées avec le manganèse. Vous allez voir des choses vraiment magnifiques. Et enfin, un vieux sujet que je suis en train d'essayer de remettre en route au laboratoire. Donc, est-ce que vous savez de quoi est faite une boîte quantique, en fait, hein, une boîte quantique INAS? Bien, moi, quand je suis sorti de mon service militaire au CNED Bagneux, pour moi, la boîte quantique, c'était quelque chose de très simple. En fait, c'était une boîte juste d'INAS, en fait. Et puis, la formation de la boîte était très simple. Pof, ça surgissait. Et puis, les atomes d'indium couraient sur la surface, rejoindre la boîte et former cette boîte-là. Et bah, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et le premier moment qui a fait tilt, c'est quand j'étais à Sheffield et ils venaient de faire une manip très jolie, une très jolie manip. Alors c'était une manip d'optique et ils avaient remarqué qu'il y avait un dipôle permanent dans la boîte et que le dipôle en fait était inversé à ce qu'on aurait pu attendre. C'est-à-dire que s'il y avait un dipôle, on aurait voulu que le trou se trouve là où il y a le plus de place en bas de la boîte et l'électron un petit peu au-dessus. Et en fait, eux, ils avaient observé le contraire. Donc le trou était plutôt au-dessus de l'électron dans la boîte. Et donc pour eux, la seule façon d'expliquer ce dipôle permanent, c'était de dire que, il y avait plus d'indium en haut de la boîte qu'en bas. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant parce que quand on y pense, quand les boîtes tout d'un coup se forment spontanément, elles se forment à partir d'indium et puis l'indium court et donc ça devrait être plutôt en bas qu'il y a plus d'indium. Et puis après, quand on la recouvre, on pourrait imaginer qu'il y a des phénomènes de diffusion ou d'interdiffusion, ou de ségrégation qui auraient fait une boîte moins riche en indium. J'arrive en 2001 à Marcoussis et puis il y avait Gilles et Franck puis il y avait aussi Ludovic qui était dans le coup aussi je crois qui avait sorti un papier pour analyser la composition de couches d'indium de d'INGAS et ils avaient montré que en fait si on regarde en microscopie électronique en transmission donc, si on regarde ici, on a une cross-section, une section une cross-section, une coupe une coupe. Eh bien, en fait, quand on travaille dans ce mode-là, on regarde la tâche 002 champ sombre, eh bien, en fait, le contraste visible ici au microscope, en fait, il est essentiellement relié à un contraste chimique et non pas à un contraste lié à la contrainte. Et donc, ils ont pu comme ça, montrer que le contraste qu'on observait, en fait, ne dépendait que de la composition en indium. Donc, ils ont pris plusieurs couches d'indium pour faire une calibration. Ici, vous avez le contraste. Donc, quand il y a 0% d'indium, c'est du GAS pur, donc ça fixe le contraste à 1. Et puis ensuite, quand on augmente la concentration d'indium, eh bien on voit que le contraste varie. Alors c'est un petit peu compliqué parce que vous voyez que à un contraste peut correspondre deux compositions, mais on peut s'en sortir. Donc j'ai donné un échantillon avec des boîtes quantiques à Gilles qui a fait une coupe thème et puis qui a regardé. Et puis bah, une fois qu'on a cette image et puis qu'on a cette calibration, c'est très simple de remonter à la composition en indium. Et donc c'est ce qu'on a fait là. Donc ici vous voyez en fonction de la hauteur, donc dans cette direction c'est la direction de croissance. Vous pouvez voir comment évolue la composition en indium de la boîte. Donc la première chose que vous pouvez voir, c'est que on a un très fort alliage et que la boîte est très loin d'être très riche en indium. En fait, elle est même pas elle contient même moins de 50% d'indium.
Donc ça, c'était pour moi quelque chose de vraiment étonnant. Et en fait, bon, là, c'est une couche, une coupe un petit peu épaisse. Donc on pouvait penser que on tapait pas vraiment au milieu de la boîte et donc qu'on regardait pas tout à fait. Il pouvait y avoir des endroits où il y avait d'autres compositions plus élevées. Et en fait, Gilles a regardé un petit peu partout. Dans l'échantillon que je lui avais donné, et il a observé qu'il y avait déjà plus de 55% d'indium dans une boîte INAS. Donc, quand on dit une boîte INAS-GS, en fait, c'est tout à fait faux. Ce sont des boîtes INGS sur GS. Déjà, c'est quelque chose quoi, c'est intéressant de l'avoir en tête quand on le regarde. Et d'ailleurs, on peut aussi se dire que la couche de mouillage, là, on dit que c'est ces fameuses 1,7 monocouches d'INAS. Ben, en fait, quand on regarde, c'est pas du tout 1,7 monocouches d'INAS, c'est quelques nanomètres d'une couche d'INGAS qui va à pas plus de 11% d'indium. Voilà. Donc, c'est des choses assez étonnantes. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est on voit ici donc on n'a pas une forte concentration d'indium, donc ça veut dire qu'en fait, au moment de la croissance de la boîte, eh bien, il n'y a pas que l'indium qui a couru vers la boîte, il y a aussi certainement du gallium qui est venu participer à la formation de la boîte. Et en fait, une explication qu'on a donnée, c'était que si on apportait aussi des atomes de gallium, ça permettait de réduire la quantité d'énergie élastique pas à l'intérieur de la boîte en augmentant son volume et en incorporant un peu d'atomes de gallium. Et puis la deuxième chose qu'on voit, c'est qu'on avait bien, comme l'avait observé optiquement l'équipe de Sheffield, on avait bien une boîte qui présentait une surface riche, oui, une surface riche en indium, alors que le bas était plutôt euh, peu riche en indium. Et donc là aussi, on a proposé que, en fait, pour essayer de minimiser la contrainte qui pouvait s'accumuler au moment de la croissance de la boîte quantique, eh bien, ici, on aurait un peu de mélange de, de- avec du gallium. La chose qu'on a faite ensuite, c'est on s'est dit, eh ben, on va mettre un marqueur pour voir comment ça se passe. Et en fait, eh ben, le marqueur, on s'est aperçu que c'était pas qu'un marqueur et qu'il il modifiait lui-même la forme de la boîte quantique. Alors ce marqueur, c'était un nanomètre d'ALAS. Vous voyez ici la boîte que je vous ai présentée tout à l'heure, avec une certaine épaisseur, et vous voyez ici que quand je mets un nanomètre d'ALAS, eh bien, en fait, semble beaucoup plus épaisse. Donc notre petite couche d'ALAS, là, elle a modifié la forme de la boîte la forme de la boîte. Donc, qu'est-ce qu'on peut essayer d'en observer? D'abord, on s'aperçoit que les atomes d'aluminium, eux, ne vont pas se mettre au-dessus de la boîte, mais vont préférer se mettre sur la couche de mouillage et puis s'accumuler sur les bords de la boîte. Et donc, ça veut dire que ces atomes-là qui sont ici, alors pourquoi maintenant la boîte est plus haute? Ben, ça veut dire que si on a l'aluminium, l'ALAS qui s'est accumulé ici, ça veut dire que les atomes d'allium, ils vont être bloqués par cette barrière d'ALAS. En fait, une barrière, c'est une barrière à la diffusion des atomes. Les atomes d'indium ne vont plus pouvoir s'échapper de la boîte et donc vont rester confinés là où elle a été créée. Voilà. Donc l'ALAS empêche la dissolution de la boîte. Et donc avec ça, on a pu proposer un petit modèle de la croissance des boîtes. Donc on est en plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est la nucléation des boîtes quantiques et leur formation. Donc on a les atomes d'indium et de gallium qui courent à la surface pour former la boîte quantique. Ensuite, on commence par encapsuler. Et là, le gallium, au lieu de recouvrir directement la boîte, va d'abord recouvrir les bords les alentours de la boîte. Et ça va permettre d'avoir une migration des atomes qui sont d'indium de la boîte loin, s'éloigner de la boîte. Et c'est ce qui va donner cette fameuse euh, forme euh, de pyramide tronquée que on observe souvent dans les
dans les boîtes, en imagerie thème. Voilà. Donc pour moi, ça a été très agréable de découvrir ce mode de formation et d'en savoir un peu plus sur les boîtes quantiques. Alors, on a une autre façon de faire des analyses structurales des boîtes. Alors, ça a été présenté par Bruno, donc je vais aller assez rapidement. C'était des manipes avec Jean-Christophe Girard, Guillemard Rodari et Christophe David. Et donc, on a refait à peu près, on a à peu près refait ce qu'avait fait Bruno Grandidier. Mais là où je crois qu'on a gagné, c'est qu'on a fortement dopé les atomes, fortement dopé les couches, la proximité des couches, par des atomes de beryllium. Et ça a permis de limiter les effets de déplétion à la surface. Et donc, quand on a fait ensuite de la spectroscopie, on a pu avoir des images que je trouve beaucoup plus belles que celles de Bruno, mais vous en jugerez, tu en jugeras, Bruno. Donc ça, c'était pour montrer euh, que Jean-Christophe et son équipe savent faire de très très belles images, hein. C'est magnifique. Et donc ça, c'est ce qu'a présenté encore Bruno ce matin. On peut faire de la spectroscopie et aller voir la densité d'état. Donc ici, on se met à différents endroits de la boîte et puis on scanne en tension, et puis si on prend la dérivée du courant tunnel par rapport à la tension, on a directement accès à la densité des boîtes. Et là, on observe de très beaux pics qui, effectivement, semblent indiquer qu'on a bien affaire à des états discrets. Et effectivement, donc ensuite on a regardé ce qui se passait pour une tension donnée, donc qui correspondait à chacun des pics euh, qu'on avait pu mesurer auparavant. Donc là vous retrouvez l'état fondamental avec sa fameuse symétrie S. Là le premier état excité avec les deux lobes, le troisième état excité avec trois lobes. Puis après on commence à arriver à un truc qui ressemble de plus en plus à un continuum. Et ce qui est très agréable, c'est que effectivement, on a retrouvé ce que prévoyait un grand nombre de théoriciens. Et là, je crois que c'était justement fait par les gens qui avaient travaillé avec les résultats expérimentaux de Sheffield, où ils avaient montré justement le fait qu'on a un alignement, qu'on a que le sommet des boîtes est très riche en anion. Donc, on était très très contents. Voilà. Après, moi, j'aurais voulu vous montrer le coup des boîtes couplées, mais Bruno en a déjà parlé, donc je vais pas en parler. Euh, voilà. Et donc, encore une fois, c'est très, très jolie expérience. Et voilà. Voilà. Remarquable. Alors, est-ce que dans je vous représente cette image-là, et est-ce que vous avez vu l'intrus? C'est que les experts du manganèse qui le savent. Eh bien, ici, en fait, il y a, au lieu d'avoir des atomes ici qui sont des atomes de beryllium, qui sont des atomes dopants, ici, on a mis un manganèse. Et l'idée qu'on avait eue avec Jean-Christophe et Guillemin, c'était d'être capable de mettre un manganèse unique à l'intérieur d'une boîte unique. Alors le problème, c'est que quand on fait du STM, c'est pas comme quand on fait des manips d'optique. Faire sonder une boîte quantique, ça prend une semaine en STM, alors qu'en optique, c'est quelques secondes. Donc la probabilité de trouver une boîte avec un manganèse dedans s'est avérée très 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 faible. Donc malheureusement, on n'a pas réussi. Par contre, on a réussi à le faire en optique. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été fait avec Olivier Krebs notamment, et Paul Voisin, puis il y avait Audrey qui avait fait les échantillons. Et c'était des travaux qui venaient à la suite de ce qui avait été fait à Grenoble, des résultats remarquables, où ils avaient pu insérer un ion manganèse unique à l'intérieur d'une boîte quantique. Donc c'est ce que vous a présenté tout à l'heure Joël, désolé Joël. Et effectivement, quand un manganèse, c'est un ion avec un spin 5,5. Cet ion va pouvoir interagir avec l'exciton via l'interaction d'échange SPD. Et donc, si vous avez 6 valeurs propres pour le spin, eh bien,
bien, du fait de cette interaction d'échange, spectralement, vous devriez observer ciré, et c'est effectivement ce qu'ils ont observé. Donc c'est quelque chose de magnifique, parce que ça veut dire ils étaient capables d'adresser un seul spin. Optiquement, aller voir l'état d'un seul spin. Donc c'était quelque chose de magnifique. Et donc, quand ils nous ont présenté leurs résultats, avec Olivier, on revenait d'une réunion à Grenoble, et puis on s'est dit, il faudrait quand même qu'on fasse la même chose dans INAS. Mais alors, INAS, c'est un peu plus compliqué, parce que manganèse, c'est un élément de transition, donc c'est deux électrons sur la... deux électrons sur... c'est deux électrons sur la couche externe, qui va remplacer un atome dans un 2,6 qui a deux électrons sur la couche de valence, et ben en fait, c'est une impureté isoélectronique. Par contre, quand on met un ion manganèse dans du 3,5, eh bien, c'est un accepteur. Voilà, donc bon, a priori, mais quand même, bon, un manganèse, le spin du manganèse, lui, il ne devrait pas changer, c'est 5,5, donc on devrait a priori avoir, on devrait avoir 6 lignes, hein. Et ben malheureusement ou heureusement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et donc, on est parti, donc on a fait notre échantillon et puis on a fait notre quête optique d'un manganèse, d'une boîte dopée avec un seul manganèse. Celui-là, vous ne le retrouverez pas sur votre téléphone, il a été généré par ChatGPT. Donc, ce qu'on on faisait, on a scanné l'échantillon et généralement, ce qu'on voyait, c'est ça. Et puis on a scanné des centaines et des centaines de boîtes parce qu'en fait, j'avais pas mis assez de manganèse au cours de la croissance. Donc on en a fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et puis de temps en temps, hop, on voyait quelque chose d'un peu bizarre. Alors voilà, bon, est-ce que c'est un doublé comme on a ici? Est-ce que c'est plusieurs boîtes? Est-ce que c'est... En tout cas, ça ressemblait pas du tout aussi vrai que très très net qu'avait pu observer Joël et son équipe à Grenoble. Et ben, voilà, pour le vérifier, il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'était de mettre un champ magnétique. Et alors là, quand Jean-Christophe parlait de sa plus belle expérience, moi j'étais dans la salle d'optique quand on a fait cette manip-là. Et ben, c'était vraiment quelque chose de, quoi. Voir apparaître ça à l'écran, c'était quelque chose assez incroyable. Pour moi, c'était une très très belle expérience. Alors, en plus, au début, on avait pris des pas trop petits, donc ici, il y avait un truc c'était un petit peu flou, donc on comprenait pas ce qui se passait. Puis on a réduit le pas de champ magnétique. Donc là, je vais oublier de vous dire que là, on a le champ magnétique, là, on a l'énergie, puis là, ça, c'est l'intensité de luminescence. Et là, on a vu cette superbe structure, vraiment magnifique, mais qui n'avait rien à voir avec les 6 pics que nous cherchions désespérément. Alors, ce qu'on peut voir quand même, c'est que on a deux lignes fortes, et puis si on cherche bien, on a trois lignes. Trois lignes. Pour avoir trois lignes avec un spin, faut mieux prendre un spin J égale 1, parce qu'on a du coup, on a 0, plus ou moins 1. Donc, voilà. Et puis, bon, après, on a des choses un peu bizarres. Il y a l'intensité qui change, il y a un transfert d'intensité, donc il doit y avoir une termination de spin. Et puis, surtout aussi, on a cette petite croix, là, cette croix, et puis ces anticroisements. Bon, vraiment, quelque chose de vraiment bizarre. Et ben en fait, on a compris que notre ion manganèse, il avait bien un spin S égale 5,5, mais en fait, il était très fortement couplé à son trou. En fait, quand le manganèse est dilué dans la matrice de GS, en fait, il se comporte comme un accepteur neutre. Et donc, au lieu d'avoir un électron qui va explorer son environnement, ben ce trou reste très lié à son manganèse. Et donc, le spin 5,5 n'est plus le bon nombre quantique. Il faut regarder maintenant le spin dans son ensemble. Donc, c'est dans son état fondamental, il sera de spin J égale 1. Donc, ça veut dire qu'il a effectivement ce spin 5,5. Et puis, il a cette composante de trou avec un spin 3,5. Et la grosse différence par rapport
au 2.6, c'est que maintenant, on va avoir cette composante de trou qui, elle, va être extrêmement sensible à la contrainte, beaucoup plus sensible que peut l'être le manganèse. Et une boîte, c'est essentiellement un objet contraint, quoi. Et donc, effectivement, donc ça, c'est ce qu'on peut observer si on mettait un manganèse au centre d'une boîte quantique, un manganèse dans cet état-là. Donc, on aurait une symétrie sphérique et donc on aurait une dégénérescence des états JZ de 0 plus ou moins 1, puis qu'on pourrait lever en appliquant un champ électrique. Mais en fait, la boîte quantique, comme vous avez pu le voir, elle est plutôt cylindrique. Eh bien, ça veut dire qu'à ce moment-là, on va lever la dégénérescence femme à champ nul et on va avoir l'état J0 égal à 0, l'état JZ égal à 0 à plus haute énergie. Et puis, en fait, une boîte INGS, c'est encore, c'est loin d'être un cylindre parfait. Puis, en plus, le manganèse, il peut ne pas être placé au centre de la boîte. Donc, il va y avoir encore une levée de dégénérescence supplémentaire. Et on va avoir les deux états mixtes qui sont des états mixtes qui sont des combinaisons linéaires de d'états plus un et moins un. Voilà. Donc ça, c'est le niveau fondamental auquel on s'attend à trouver le spin du manganèse. Et puis, bien sûr, si on applique un champ magnétique suivant la direction de croissance, ben, on va lever la dégénérescence et puis on va avoir un effet Zeeman et on va retrouver ben, les composantes de spin propres, plus un et moins un. Donc ensuite, après, on peut regarder ce que ça veut dire optiquement. Alors, ben ça, c'est l'état fondamental dont je vous ai parlé juste auparavant. Quand la boîte absorbe un photon, le photon a un spin qui va interagir avec le spin du manganèse neutre. Donc, on va avoir une énergie d'échange qui va splitter les niveaux. Ce splitting va aussi lever la dégénérescence plus un moins un de l'électron. Donc ça explique les deux fortes raies qu'on a ici. Et puis voilà, voilà, voilà. Et puis quand on commence à augmenter le champ magnétique, donc là on retrouve les états purs de spin plus un et moins un. Par contre ici, on voit que ben, les niveaux au contraire vont vont avoir tendance à se rapprocher. Et ça vient du fait qu'on a une interaction antiferromagnétique entre le spin de l'électron, le spin de l'exciton et le manganèse. Donc ça va expliquer nos croisements. Voilà. Et puis, ah ben, plus fort champ, eh ben, tout redevient facile et donc on retrouve ces lignes, cet effet Zeeman à plus haut champ. Voilà. Vous m'avez dit, vous devriez me demander, mais qu'est devenu le niveau J égale 0? Ben, en fait, il est à plus haute énergie, donc il est très faiblement peuplé. Et donc, effectivement, c'est ce niveau qu'on voit ici, très très faiblement. Faut accepter faut l'accepter, il est là. Et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu expliquer complètement l'interaction entre le manganèse, son spin, et l'exciton et son spin. C'était magnifique. Et donc, Olivier, là, il a fait un modèle de plus en plus compliqué, vraiment, vraiment compliqué, et il arrive à tout expliquer. Tout. Bravo, Olivier. Voilà, donc pour finir, je voudrais vous parler d'une petite étude qu'on avait menée en 2008 là, pour générer des photons uniques, espérer générer des photons uniques en longueur d'onde de télécom à 55, parce que bah, si on veut transmettre des photons uniques à très faible perte, eh ben, il faut travailler à un 55, là où on a un minimum d'absorption dans les fibres optiques. Et en fait, INAS, GAS, le système, dans ce système, les longueurs d'onde les plus grandes qu'on peut atteindre, c'est autour de 1,3 microns. Au-delà, si on veut faire des boîtes plus grosses, la contrainte est telle qu'on ne peut plus, on ne relaxe plus la contrainte uniquement de façon élastique, mais de façon
élastique, ouais, élastique, ouais. Et on commence à former des dislocations. Et c'est ce que très bien expliqué Joël. Et donc, les dislocations dans les boîtes, c'est catastrophique. Par contre, les dislocations à côté des boîtes, hein, là, ça peut passer. Et donc, en 2007, avec Elisaveta, je lui propose qui venait de Saint-Pétersbourg, où il savait très bien faire des boîtes déposées sur des substrats métamorphiques pour faire des lasers qui émettent à 1,55. Je lui ai... Alors oui, pardon. Ce que j'ai pas dit avant, c'est qu'en 2007, on pouvait déjà avoir des boîtes qui émettaient à 1,55, mais on était dans le système INAS sur INP. Parce que le système INAS sur GS ne marchait pas. Problème du système INAS sur INP. En plus, ça marchait uniquement par MOVPE parce que en MBE, on avait plutôt tendance à former des quantum dashes, des fils un peu longs, donc c'était pas génial pour faire des émetteurs de photons uniques. Donc, donc en 2007, il y avait que ça qui marchait. Et c'est un peu dommage parce qu'en fait, euh, donc c'est un peu dommage parce qu'on ne pouvait pas avoir accès au miroir de Bragg à LAS, GS. On a entendu combien il était intéressant d'avoir ces miroirs de Bragg pour pouvoir mieux extraire les photons. Donc l'idée, c'était avec Elisaveta, qui venait donc de Saint-Pétersbourg, où elle avait développé des structures laser qui émettaient un 55, c'était de passer sur des substrats d'INGAS. Voilà, parce que ça permet de développer, de déposer des boîtes, de faire des boîtes qui peuvent émettre à plus grande longueur d'onde. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'INGS, de substrat d'INGS, bien sûr, et que malheureusement, on perd donc ce couple de miroirs à la SGS. Mais en fait, il y a une technique qui est de faire un buffer métamorphique, c'est-à-dire qu'on part d'un substrat de GS et dessus, on va faire croître de l'INGS. Alors, il y a tout un tas de techniques pour essayer de passer d'un substrat de GS à une couche de GNAS relaxée. Donc, nous, on faisait juste un gradient très simple en composition d'indium. Ça relaxe, ça fait des plein de dislocations. On fait en sorte de limiter le nombre de dislocations qui remontent dans la matrice. Et puis, enfin, on fait notre plan de boîte quantique. Et comme ça a été dit auparavant, effectivement, s'il y a des dislocations qui, malgré ce qu'on a fait ici, continuent à croître, eh ben, elles vont passer entre les boîtes et donc les boîtes vont être très peu sensibles à la présence de ces dislocations. Et donc c'est ce qu'on obtient ici. Ici on voit donc là il y a des petites ondulations. En fait, c'est pas des dislocations, ce sont des ondulations qui sont liées. Donc c'est toujours on travaille dans la tâche 002 en dark field, donc on voit des variations de composition en fait ici. Donc c'est une petite variation de composition. Mais on voit bien des boîtes, et puis on peut faire une vue par le haut, et on voit effectivement qu'on a plein de petites boîtes. Et quand on fait de la microluminescence, alors ça c'était des régions, parce que je faisais un gradient pour avoir des régions haute densité et basse densité, c'est la fameuse zone frontière. Jean-Michel connaît très bien. Et donc, dans la zone frontière, là où il y a peu de densité de boîtes, donc si on fait un spectre de photoluminescence sans masque, on collecte beaucoup de boîtes. Et en revanche, si on met une petite ouverture qu'on regarde à travers cette ouverture, eh bien, on voit apparaître des raies discrètes qui sont bien des raies associées à l'émission de ces boîtes quantiques uniques. Donc, c'était en 2008. Malheureusement, l'étude a été arrêtée. Et en fait, les concurrents, ils ne se sont pas arrêtés, eux. Et puis maintenant, c'est une des techniques les plus classiques pour faire des boîtes quantiques qui émettent 1,55 microns, des boîtes uniques à 1,55 microns. Ils ont démontré qu'on avait effectivement des photons uniques. Donc donc en fait, c'était une très bonne approche. Et donc, on a décidé de s'y remettre, notamment avec l'équipe de l'INSP. Donc là, c'était un échantillon. On avait déjà mis un miroir de Bragg un miroir du Bragg en bas et on commence le buffer métamorphique à la fin du Bragg. Donc comme ça, on conserve l'avantage du miroir de Bragg GAS à LAS et puis on a ces boîtes quantiques qui émettent à 55. Et voilà un spectre qui a été obtenu cette année où on voit effectivement l'émission d'une boîte quantique.
avec une résolution pour l'instant qui est limitée et expérimentalement. Voilà, donc on continue. Alors, maintenant, je vais passer aux remerciements. Alors, j'ai- je voudrais remercier d'abord Jean-Christophe, hein, c'est mon dieu de l'épitaxie. Lui aussi, il a une médaille d'argent. Il y en a beaucoup ici. Voilà, donc je le remercie énormément pour tout ce qu'il a pu m'apporter, m'apprendre, pour avoir supporté pendant plus de 20 ans dans son bureau. Pas toujours un caractère très souple. Donc merci Jean-Christophe. Je voudrais remercier Jean-Christophe, Laurent, pardon, Laurent Travers, hein, le pilier de la MBE, celui qui fait que tous les bâtis marchent au petit poil et que notre activité est aussi a autant de succès. Je vais remercier mes 5 perles rares, donc les 5 ingénieurs avec qui j'ai eu la chance de travailler. Donc il y a Véronique, Audrey, Elisabeth, Karma et puis Martina. Alors Martina elle a droit à deux petits emojis puisqu'elle est restée plus de 3 ans. Donc merci Martina. Voilà. En fait, j'ai un autre dieu, moi. Contrairement à ce que dit Philippe ce matin, moi, en faisant la métallurgie, ben, je suis devenu polythéiste. Et bon, j'ai un autre dieu, c'est Jean-Michel, à qui je dois énormément, qui m'a accueilli quand j'étais pour mon service militaire et qui m'a appris la croissance des boîtes et à qui je dois vraiment énormément. Voilà. Au C2N, donc je travaille encore avec des personnes fantastiques, donc elles ont été nommées. Il y a d'une part Jacqueline avec qui j'ai commencé à faire des boîtes quantiques. J'ai fait quelques boîtes quantiques. Ouais, ouais, c'est vrai. Beaucoup de Polariton, un petit peu de boîtes quantiques. Pascal, bien sûr, avec qui j'ai fait beaucoup de boîtes quantiques. Euh, tous les deux ont été rejoints par des jeunes, donc il y a Alberto et Sylvain pour les polaritons de microcavité, et puis Loïc et David et Daniel, pardon, pour les sources de photons uniques. J'ai pas mentionné Abderrahim Ramdam dans mes travaux sur les boîtes quantiques, mais on a fait pas mal de choses ensemble sur les boîtes à 1,3 microns et il travaillait avec Anthony Martinez. Et puis, comme Pascal, je ne vais pas prendre le risque de nommer tous ceux qui je dois remercier. D'abord, je vais quand même remercier Jean-Yves qui m'a recruté. Ma petite anecdote, c'est que je suis allé voir Jean-Yves dans son bureau pour lui demander, pour lui dire que je voulais venir travailler au C2N. Et puis, euh, et puis il m'a dit, mais pourquoi faire? Voilà. Bah, des boîtes, hein. Ouais, mais c'est un peu léché quand même. Voilà, bon, voilà. Bon, c'est le personnage, hein. Vous le connaissez tous. Après, donc, bien sûr, je vais remercier tous les chercheurs et les IT et étudiants du C2N avec qui j'ai eu la chance de travailler. Je vais remercier tous mes collaborateurs de France et de l'étranger. Vous avez vu que j'aime bien collaborer avec des gens. Ils ont su faire de mes échantillons de très, très belles choses. Et puis, un grand remerciement au CNRS. Je pense que c'est une très, très belle institution. Euh, voilà. Moi, si j'avais pas été au CNRS, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait. Le CNRS, c'est un truc qui marche, quoi. Et quand on a un truc qui marche, on le sait bien, hein, quand on fait des expériences, quand on a une manip qui marche, et ben, la dernière chose à faire, c'est de la démonter. Parce on sait pas si on va arriver à remonter quelque chose qui marche après. Donc, moi, voilà, je soutiens énormément le CNRS. Bon, bah, on va clore cette première journée. Je pense qu'elle a vraiment montré de façon très très vivante dans quelle atmosphère a travaillé Jean-Yves et tout ce qu'il a initié et qui continue. Une aventure extraordinaire. On va continuer demain. Et félicitations à nos deux récipiendaires. Et merci à tous. J'ai oublié les questions. Est-ce qu'il y a une question? Pardon.
Une question pour Aristide, s'il vous plaît. Tu préfères les boîtes quantiques ou les clés quantiques? C'est très différent. Non, mais est-ce que tu peux nous dire 3 mots sur tes isolants topologiques? T'as rien à voir, mais juste pour qu'est-ce que c'est comme matériau et qu'est-ce que tu vas faire avec, mais rapide, hein, on a soif. Rapide. Les îlots topologiques, ce sont des matériaux isolants dedans et conducteurs à l'extérieur. Alors, c'est du bulk, donc je travaille sur l'antimoinure de bismuth, hein, qui est un élément. Donc, non, pardon, le bismuth antimoine, parce que c'est un alliage, en fait. Et ben, c'est beaucoup plus dur que les 3,5 à la croissance. Et ça m'a vraiment mis en dehors de ma zone de confort. Ouais, c'est bien, ouais. Parce que les boîtes, c'est facile. Très bien. Bon, eh ben, on arrête là et on va boire un coup.